Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 16e édition des ANED. Donc, je suis Mathis Durand, responsable ANED et je serai l'animateur de cette conférence donc, qui touche au thème du salariat et un peu voir plus particulièrement comment on peut agir en entreprise en tant que salarié. Donc, comme vous le savez, l'école est engagée donc, dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font maintenant partie en fait, des rendez-vous incontournables ATBS en termes de développement durable. Et donc, pour vous présenter notre conférencier, c'est Monsieur Parouti, qui est fondateur et président de l'agence Mieux, qui est une agence de communication spécialisée dans le développement durable. Et Monsieur Parouti est également un ancien de l'école, de la promo 95, et ancien également président du BDE. Donc, avant de lui passer la parole, je vous précise que la conférence du coup se déroulera en 2 temps. Il y aura 45 minutes de conférence pure et ensuite 15 minutes de questions-réponses. Donc, on fera passer le micro dans la salle pour les questions dans la salle et ensuite, on répondra aux questions qui sont dans le chat pour les personnes à distance. Donc, Monsieur Parouti, je vais vous donner peut-être le contrôle à distance. Alors, c'est bien. Tac. Nommé co-animateur. Parfait. Normalement, vous pouvez diffuser votre PowerPoint. Ouais. Bon, vous le voyez? C'est parfait. Ok, très bien. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si, on vous entend très bien. Ok, et vous voyez le premier slide. Très content de participer aux ANED 2021. Je sais que c'est un moment important préparé avec beaucoup d'attention par le B3D. L'école fait attention à cet événement. Moi, je vais intervenir aujourd'hui pour échanger avec vous sur des opérations de communication essentiellement qui ont permis à des entreprises de se transformer en s'appuyant sur leurs salariés. Pour me présenter rapidement, même si Mathis, tu as déjà fait un petit peu, voilà, je suis sorti de l'école en 95 et depuis 25 ans, j'ai consacré la première partie de ma carrière à faire en agence du conseil en communication auprès de marques et d'entreprises sur les sujets digitaux, data. Et en 2009, j'ai créé l'agence Mieux, qui est une agence conseil en communication spécialisée sur les sujets de développement durable, c'est-à-dire qu'on accompagne les grandes marques, les grandes entreprises dans l'explication de leur stratégie de développement durable et comment ces entreprises vont répondre aux enjeux du dérèglement climatique, comment elles le communiquent en interne auprès des collaborateurs pour les sensibiliser, motiver, embarquer pour qu'ils deviennent acteurs du changement, comment ces entreprises communiquent en externe auprès des clients, des consommateurs, des distributeurs, des associations. Et on travaille aussi évidemment sur la communication produit. Et voilà, par ailleurs, j'interviens assez souvent dans des écoles, quelles qu'elles soient, et un peu à la télé, dans les médias. Voilà. Et je suis membre de certaines associations environnementales ou de comités d'éthique. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous mon expérience. Ça fait 12 ans que j'ai créé l'agence Mieux, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur des sujets de communication liés au développement durable, donc j'ai un petit peu d'historique. On n'est pas nombreux en France à avoir commencé les sujets de communication sur le développement durable il y a autant de temps. Au départ, je voudrais faire une sorte de constat d'impuissance, c'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, un homme ou une femme politique en 2022 ne peut pas être élu en disant on va respecter les accords de Paris. Mon projet présidentiel, c'est de vous faire passer de 11,6 tonnes de CO2 émis par personne, par Français, à 2 tonnes. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que quand il y a des mesures gouvernementales qui sont prises en faveur de la transition, ça bloque, ça génère des conflits sociaux. Donc, les politiques, qu'ils soient nationaux ou locaux, ont beaucoup de mal à imposer des contraintes. Deuxièmement, les ONG sont très utiles, mais ne peuvent pas permettre la transformation de l'économie, la transformation de l'entreprise. Elles sont là pour mettre la pression, et à raison, et c'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas elles qui vont réinventer la façon dont on fonctionne, consomme et dont on pollue. Troisième point, les citoyens, par définition, ne peuvent consommer que ce qu'ils ont à disposition. Et si je dois faire 150 km avec 4 autres personnes pour aller à la campagne, je risque de prendre une voiture qui est thermique ou hybride ou électrique. Mais globalement, je n'ai pas d'autres possibilités. Il n'y a pas des transports en commun partout. Et voilà. Donc, ce sont les entreprises qui doivent prendre en main la transformation de l'économie.
Les Français font encore un peu confiance aux entreprises pour transformer l'économie. C'était 50% il y a 10 ans, aujourd'hui c'est que 27%. De toute façon, à peu près tout le monde perd de la confiance sur… Mais ce sont les entreprises qui vont transformer l'économie. Ce sont elles qui sont responsables de la grande majorité de la pollution, des déchets. Voilà. Donc, c'est derrière la vision d'un président que les entreprises et donc les salariés vont transformer l'économie. Moi, j'ai essayé d'imaginer une méthode qui s'appelle Ça va le faire en 8 étapes qui permettent aux salariés de s'impliquer dans l'entreprise et de devenir acteurs du changement. Ce que je voulais rajouter aussi, avant de vous présenter ces 8 étapes, c'est que quel que soit le cursus dans lequel vous êtes, si vous êtes en L3, en M1, M2, etc., vous avez des stages à faire. Choisissez des entreprises qui commencent à s'engager. Ça peut être des grosses entreprises polluantes, mais qui ont décidé de se transformer, comme ça peut être des startups. Mais évidemment qu'il faut questionner au moment de l'entretien la stratégie RSE de l'entreprise avec votre recruteur pour lui faire comprendre que pour votre génération, c'est important. Et plus vous serez impliqué sur ces sujets de transition, quel que soit votre métier, que vous soyez sur de la supply chain, du marketing, du commerce, de la finance, avoir connaissance des enjeux du dérèglement climatique et comment l'entreprise peut résoudre ça, va faire de vous un meilleur professionnel pour les 10 prochaines années, pour les 20 prochaines années. Donc, c'est important pour votre carrière que vous ayez conscience de ces enjeux-là et de comment on peut y répondre. Dans les 8 étapes et dans cette façon un peu mnémotechnique de se rappeler de ces 8 étapes avec ça va le faire, la première, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, donc je vais commencer par un petit quiz. Alors, comme je ne vous vois pas, je vais donner les réponses directes. Mais première question, donc il faut être curieux, il faut s'intéresser à la science. Alors, on n'est pas obligé de lire le rapport du GIEC, mais il faut essayer de développer sa curiosité pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Première question, depuis l'ère pré-industrielle, la température de la planète a augmenté de 0,5, 0,8, 1,1. La bonne réponse, c'est 1,1. Avec les accords de Paris, on a le droit d'émettre jusqu'à 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. On est déjà à 1,1, ça veut dire qu'il nous reste 0,4. 0,4, ça veut dire qu'on a le droit d'émettre, entre guillemets, 750 gigatonnes de CO2. Et au rythme où on va le faire en 7 ans. Ça veut dire que les 1,5 degrés après leur post-industriel, on va un peu les exploser. Et donc, ça veut dire qu'on va partir vers une trajectoire qui va faire 2, 3, 4, 5 degrés. Et donc, du coup, c'est un peu le moment flippant de mon intervention. Ça veut dire qu'avec une hausse de 4 degrés, les conséquences, c'est au choix des villes comme New York, Miami, Tokyo, Nîmes, toute la Camargue et le Marais Poitevin qui vont être sous l'eau. Deuxième réponse possible, des famines avec la flambée des prix des denrées alimentaires. Il y a moins d'eau, donc les denrées alimentaires sont plus difficiles à produire. Troisièmement, c'est qu'il va y avoir des hivers polaires et des étés de canicule. Quatrième possibilité, 500 millions de réfugiés climatiques en Europe qui vont débarquer. Voilà, quand il y a un bateau avec 50 mecs qui débarquent, on ne sait pas quoi en faire et tout le monde se renvoie la balle. Mais c'est quand il y a 500 millions dans les 30 prochaines années qui vont débarquer, qu'est-ce qui va se passer? Et cinquième possibilité, la fin des vins de Bordeaux et de la vallée du Rhône. Alors, tout est juste. Sur les vins de Bordeaux et la vallée du Rhône, je ne suis pas sûr. J'ai peur que ce soit difficile pour eux avec 4 degrés, ou en tout cas qu'il y ait 2-3 degrés de plus dans le vin lui-même. Mais toutes ces réponses sont justes. Voilà, donc on part vers une situation qui est très compliquée. D'où la nécessité de mettre toute votre énergie de futurs professionnels, de futurs stagiaires, de futurs professionnels au service de la transition. Donc, il faut comprendre ce qui se passe, il faut sensibiliser. Et qu'est-ce que les salariés font? Que font les dirigeants? C'est ce que je vais essayer de vous présenter ici. Une première possibilité, c'est de faire ce que j'appelle un crash test. C'est ce qu'a fait, par exemple, Generali, qui est une compagnie d'assurance, en se disant qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Ils convoquent des climatologues, enfin, ils ont recruté des climatologues, ils ont recruté, évidemment, comme toutes les compagnies d'assurance, ce qu'on appelle des actuaires, c'est-à-dire c'est des mecs qui étaient des stars des statistiques, des probas quand ils étaient avec vous en terminale. Ensuite, ils ont fait une école d'ingénieur. Et un actuaire, en fait, il travaille sur des modèles de probabilité de ce qui va se passer avec l'aide de statisticiens. Et quand un comité de direction d'une compagnie d'assurance voit que ça va être un gros bordel dans 10 ans, 15 ans, elle est obligée
de commencer à préparer le terrain en disant, ben, nous, on va aider les entreprises qui sont engagées, on va leur faire des assurances moins chères, on va surtaxer des entreprises polluantes, on va proposer par exemple à une entreprise qui est basée en Camargue de se déplacer de 10 kilomètres, sinon on ne l'assure plus, pour s'assurer que cette entreprise ne soit pas sous l'eau 3 fois dans les 10 prochaines années. Voilà, donc il y a pas mal de COMEX qui font des crash tests. Il y a un deuxième exercice que vous avez peut-être fait à l'école, et j'espère, c'est la fresque du climat, qui est ce jeu qui vous permet de comprendre un peu les conséquences de la démographie mondiale. Voilà, il y a de plus en plus d'humains sur Terre, donc ça a 4 conséquences. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils habitent dans une ville, il faut qu'ils se déplacent et il faut qu'ils consomment des biens type électroménager, fringues, etc. Et ensuite, quelles sont les conséquences de ces 4 conséquences? Alors, j'espère que vous avez fait une fresque du climat, c'est super intéressant. Et après, sachez qu'il y a plein d'autres fresques, avec la fresque du numérique, la fresque de la biodiversité, celle de l'économie circulaire. Et il y a même Antoine Mich, qui est le président des alumni, qui a travaillé sur une fresque écologique du football. Et si on peut arriver à sensibiliser les supporters de football aux enjeux climatiques, je pense qu'on aura réussi une grande étape. Voilà, donc c'est hyper important de bien comprendre les enjeux. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de grandes entreprises comme EDF, comme La Poste, qui créent des fresques du climat avec quelques cartes supplémentaires pour montrer comment le groupe La Poste, par exemple, a la plus grande flotte électrique au monde, hein, comment ils participent à l'économie circulaire en recyclant tout ce qu'ils produisent, comment ils font travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Voilà, donc ces fresques sont très, très utiles. Après, il y a d'autres solutions aussi. C'est par exemple d'organiser des journées de sensibilisation. Il y a 2 jours, le 8 décembre, a été la journée du climat. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont organisé des événements spécifiques au sein de leurs établissements, style en sortie de cafétéria d'entreprise, pour faire des jeux et montrer aux collaborateurs quels sont les enjeux du climat. Donc, il y a des semaines du développement durable qui sont organisées dans plein d'entreprises. Il y a plein vous savez, toutes les journées mondiales du climat, de la biodiversité. Il y a la semaine européenne du développement durable, les semaines européennes de la réduction des déchets. Voilà, toutes ces journées de sensibilisation sont importantes parce qu'elles permettent de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux. Et moi, pour travailler avec plein de grandes entreprises, j'accompagne depuis de longues années certaines entreprises qui, il y a 3 ans, ne connaissaient pas le sujet, les collaborateurs ne connaissaient pas le sujet, ils disaient encore le RSE. Et aujourd'hui, ces mêmes entreprises travaillent tous les jours sur des sujets de transition énergétique. Il y a aussi beaucoup d'activités collectives qui se mettent en place. Il y a ce qu'on appelle le mécénat de compétences, où par exemple, toute une entreprise va décider de ne pas travailler pendant une journée pour consacrer cette journée-là à une association. Par exemple, chez L'Oréal France, il y a à peu près 30 000 salariés en France au sein du groupe L'Oréal. Il y a 40% des collaborateurs qui, pendant toute une journée qu'ils appellent le Citizen Day, va travailler avec 250 associations pour les aider sur de l'inclusion sociale, sur la préservation de l'environnement. Il y a évidemment des entreprises qui organisent des clean-up days que vous connaissez, donc soit en mode réel, je vais ramasser les déchets autour du bureau, soit en mode cyber et je supprime mes anciens emails, je fais attention à mon ordi, je vide un peu le serveur, etc. Donc, il y a plein d'actions de sensibilisation comme ça où les salariés, petit à petit, prennent le pouvoir. Il y a d'autres opérations qui se mettent en place dans les entreprises qu'on appelle des nudges. En anglais, vous savez, c'est un coup de pouce avec le nudge le plus connu, qui est cette fameuse mouche imprimée au fond d'une pissotière. Ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de réduire de 84% les frais de nettoyage des toilettes. Ça veut dire quoi par cet exemple? Ça veut dire que les nudges, ces petites impressions qu'on peut trouver à certains endroits, changent le comportement. Il y a le coup classique du cendrier où on vous demande est-ce que vous êtes du matin ou du soir ou est-ce que vous dites pain au chocolat ou chocolatine, et au lieu de jeter votre mégot par terre, vous allez voter à gauche ou à droite pour pour donner votre réponse. Donc tous ces petits nudges existent de plus en plus souvent en entreprise, et à la RATP par exemple qui en met beaucoup dans ses couloirs de métro devant les poubelles, mais même dans les entreprises ça existe de plus en plus. Et après il y a aussi des collaborateurs qui prennent en main
les sujets de développement durable au sein même de leur entreprise. C'est un peu ce qu'on appelle des transféreurs. Donc, ça veut dire que un lundi, il y a 3-4 collaborateurs qui se retrouvent pour éviter d'aller à la cafétéria ou d'aller au resto d'entreprise ou d'aller au resto à côté. Ils vont ramener des restes du week-end. Ils vont décider de faire un déjeuner zéro déchet et petit à petit, ils vont être rejoints par d'autres personnes. Chez AXA, il y a un phénomène qui a été généré par des collaborateurs qui s'appelle la Climate Squad, où en fait, certains collaborateurs ont exigé quelques poubelles de tri supplémentaires à leur étage. Enfin, au départ, dans un bout de bureau, ensuite à leur étage, ensuite dans tous les étages de leur bâtiment d'AXA France. Et petit à petit, ça, par effet de contagion, il y a plein de Climate Squad AXA qui sont mis en place et qui ont permis à des collaborateurs de dire nous, on s'engage sur le tri des déchets, mais aussi on fait la promotion de la mobilité douce, du vélo, on demande à ce qu'il y ait plus de parking à vélo devant l'entreprise, on va nous-mêmes organiser des fresques du climat. Voilà, donc il y a des collaborateurs qui prennent en main ces sujets-là sur des phénomènes qui se génèrent sans vraiment l'autorisation de l'entreprise, qui sont évidemment acceptés par l'entreprise, mais où on voit que les collaborateurs sont là pour un peu bousculer leur boîte et prendre en main ces sujets-là. Donc ça, c'est tous les sujets de sensibilisation. Voilà, comment on comprend les phénomènes, comment on comprend les enjeux climatiques. La deuxième étape, c'est l'acculturation, comment je vais me former. Et la formation, vous êtes étudiant, vous le savez, ça peut être parfois assez rébarbatif. Quand c'est juste un mec qui parle en visio ou un cours, c'est pas super, c'est pas aussi impliquant que quand je vais jouer, quand je vais collaborer. C'est pour ça que vous faites plein de projets ensemble. Voilà, d'où cette citation de Benjamin Franklin que j'aime bien. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Donc, comment on fait pour apprendre, pour se former, pour s'acculturer? Donc, il y a plein de formations. Il y a évidemment tout ce que vous apprenez à l'école, mais il y a de plus en plus de formations qui sont disponibles, soit via les entreprises, soit que les collaborateurs inventent eux-mêmes. Donc, il y a des MOOC. Moi, je vous conseille vivement le MOOC qui a été produit par le C3D. Le C3D, c'est le Collège des directeurs développement durable, qui a coproduit un MOOC avec PRE. PRE, j'espère que vous connaissez, c'est l'association issue du manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui avait été écrit par 3 étudiants, signé par 30 000 étudiants en 6 mois, et qui aujourd'hui a donné une association qui s'appelle Pour un réveil écologique. Voilà, qui met la pression sur les entreprises, qui travaille avec des directions de développement durable, qui a beaucoup d'implications et je trouve ça super intéressant d'avoir des étudiants présents à qui on donne le pouvoir et qui on donne la parole. Donc, le C3D a construit un MOOC qui est très bien fait et qui vous sensibilise sur l'ensemble des enjeux climatiques. Il y a d'autres formats qui existent. Il y avait évidemment les podcasts, donc des podcasts sur la RSE, il y en a de plus en plus. Et parfois, il y a des podcasts d'entreprise. Nous, on a produit pendant 3 ans pour Nexity, qui est un grand acteur de l'immobilier, un podcast pour expliquer la transformation de la ville de demain, les sujets de mobilité, de biodiversité, de construction en bois. Voilà. Et il s'avère que les salariés ne s'intéressaient pas trop à la RSE au début. Et petit à petit, on a vu qu'on est passé de 10% des salariés qui téléchargeaient le podcast à 50%. Parce que, en fait, ils comprenaient plein de trucs, ils avaient des interviews d'autres collaborateurs, d'experts, et petit à petit, tout le monde s'est formé à la RSE, et aujourd'hui, les Nexity a gagné, par exemple, la construction de la Cité des athlètes pour Paris 2024 en bois, qui fait 6-7 étages vers Saint-Denis. Il y a aussi un truc qui marche vachement bien, c'est tout ce qui est serious game. Et donc, il y a les serious games qui sont disponibles un peu partout, et notamment, il y a des entreprises qui mettent en place, et nous, on le fait assez souvent, des serious games spécialisés sur les enjeux de développement durable. Donc, peut-être que quand vous commencerez votre stage le 1er janvier, vous aurez dans le Welcome Pack la possibilité de faire un serious game avec Civitime qu'on aura produit. Là, on a fait un, nous, il n'y a pas très longtemps, pour Plastic-Omnium, qui est un équipementier automobile. On a fait un pour le groupe L'Oréal, pour les 120 000 collaborateurs dans le monde. Ça, en fait, quand on joue, on apprend mieux. Parce qu'on va prendre du plaisir. On va prendre du plaisir à répondre à des quiz, à faire des formats Pictionary, Mastermind, comme il y a sur Civitime,
qui vous permettent de bien comprendre les enjeux et de bien comprendre comment l'entreprise répond aussi à ces enjeux. Autre exemple assez intéressant, c'est les formations qui sont créées elles-mêmes par les collaborateurs. Au sein de la direction informatique de Société Générale, un jour, il y a des informaticiens qui ont dit nous, on pollue parce qu'on utilise beaucoup de numérique et le numérique, c'est polluant. Donc, on va faire un MOOC interne pour tous nos potes de l'informatique dans le groupe et après, en fait, pour tous les salariés et en fait, après, pour tous les clients de Société Générale pour faire un MOOC sur le numérique responsable. Donc là aussi, c'est des initiatives de collaborateurs, d'informaticiens qui ont décidé de mettre leurs compétences au service de la transition avec ce MOOC pour développer la culture numérique responsable auprès, au départ, de l'interne et ensuite de l'externe. La troisième étape, elle est super importante parce qu'en fait, il y a pas mal d'études qui disent qu'à partir du moment qu'on voit que 10% des collaborateurs d'une entreprise sont en train de changer, tout le monde va se mettre à changer. Il y a pas mal d'études de sociaux où il y a eu un article il n'y a pas très longtemps sur la Harvard Boston Review qui dit que dès qu'il y a 10% de gens qui changent, et donc ça veut dire que ces 10% de changeurs, d'acteurs du changement, il faut les mettre en avant. Donc, d'où la nécessité de valoriser ces acteurs du changement, de montrer comment, au sein du groupe La Poste, il y a des gens qui travaillent sur plus d'implication des collaborateurs, sur plus de mobilité durable, sur une nouvelle énergie, sur de l'inclusion sociale, etc. Alors, parfois, ce sont les collaborateurs, parfois, avec le lait, c'est qui le patron, mais ce sont directement les producteurs de lait qui vont se mettre en scène. Alors, vous voyez, l'image, elle est travaillée, mais pas trop quand même. C'est la bonne photo prise dans le supermarché avec 3 producteurs de lait qui montrent un peu qu'ils ont participé à cette marque que vous connaissez, j'espère, qui s'appelle C'est qui le patron, qui est une marque qui a été construite avec des consommateurs. Donc, c'est bien d'avoir des portraits comme ça, un peu en communication, pour montrer que ça change. Et après, c'est bien aussi de les inclure ou de faire des documentaires sur ces acteurs du changement. Il y a un documentaire qui a été fait par une marque que certainement beaucoup de jeunes filles et j'espère de jeunes hommes connaissent, qui est la marque Cézanne, qui a fait un documentaire pour montrer comment ses collaborateurs travaillent. Et donc, ce documentaire qui s'appelle Derrière l'étiquette montre tout ce qui se passe depuis le champ de coton jusqu'à la fin de vie du produit. Comment un designer va imaginer un nouveau sweat, par exemple, quel coton va être utilisé, comment ça va être teint, confectionné, produit, tissé, etc. Comment ça va être livré en France, comment ça va être mis dans les magasins, comment ça va être utilisé et qu'est-ce qu'on fait en fin de vie. Donc, travailler comme ça sur ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse du cycle de vie, en montrant l'implication des collaborateurs à chacune des étapes pour montrer qu'ils essaient de faire le mieux possible. Et en fait, ça valorise énormément les collaborateurs et ça incite tous les autres collaborateurs à s'engager. Autre possibilité, c'est ce qu'a fait par exemple dans Auchan avec un site internet qui s'appelle Auchan Agit, où il montre tout ce qui est fait dans chacun des magasins Auchan. Donc, sur une carte de France, vous vous baladez, vous regardez dans votre région, est-ce qu'il y a des magasins Auchan, et vous allez voir les actions développement durable qui ont été mises en place par les collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est que le consommateur voit ce que le magasin fait, mais les autres magasins voient aussi ce que les autres magasins font. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une sorte d'émulation. Et il s'avère que la première année, il y avait 350 initiatives sur cette plateforme. Il y en avait 850 la deuxième, il y en avait 1350 la troisième année. Donc, ça incite tout le monde à mettre en place de plus en plus d'actions, de les publier avec cette concurrence qui est plutôt assez saine et qui incite tous les salariés de Auchan à mettre en place des actions dans leur magasin au service de la transition, au service de leurs clients. La quatrième étape, une fois qu'on a bien compris les enjeux, qu'on s'est formé, qu'on a vu que ça commençait à bouger et que, génial, j'ai envie de rejoindre le grand mouvement, mais il faut commencer à réfléchir et on réfléchit toujours mieux ensemble à plusieurs. Vous connaissez le principe de l'intelligence collective, c'est une personne tout seul réfléchit évidemment moins et plus on a de personnes variées autour d'une table, plus on va avoir une intelligence productive. Je ne sais pas si vous connaissez, je fais une petite parenthèse, le test du chamallow. C'est un test où on dit à un groupe, on vous file un chamallow, on vous file 7 spaghettis, du fil et du scotch,
Et votre job, c'est de mettre le chamallow le plus haut possible. Donc, on va filer ça à des étudiants de TBS, on va filer ça à des architectes, on va filer ça à des infirmières, aucun rapport, mais pourquoi pas. On va filer ça à des scouts, on va filer ça à des enfants de maternelle. Et en fait, on va s'apercevoir que tous les groupes mettent le chamallow à peu près à la même hauteur. Et par contre, quand on met un étudiant de TBS, un architecte, un scout, une infirmière, un enfant, ben en fait, le chamallow, il va toujours plus haut. Ça, c'est le principe de l'intelligence collective et de la force de la diversité dans un groupe. Donc, les entreprises, ensuite, sous l'impulsion des salariés, elles mettent en place des ateliers d'intelligence collective. Et donc, elles organisent, par exemple, des hackathons, c'est ce qu'a fait la CAMIF, où à peu près tous les collaborateurs sont impliqués pour essayer de travailler sur cette enseigne qui est une vieille enseigne qui était un peu poussiéreuse et qui a été reprise il y a 3-4 ans par un mec qui s'appelle Emre Jakia. Puis, il faut absolument suivre sur LinkedIn. Ils ont tous travaillé ensemble pour essayer d'inventer la CAMIF de demain et notamment de se dire quel type de produit on va proposer. Est-ce qu'on fait le Black Friday? Non, on ne fait pas le Black Friday. OK, qu'est-ce qu'on fait pendant cette journée du vendredi? Tiens, si on essayait d'aider des associations à réparer des meubles qu'on leur a vendus, voilà, ils sont super impliqués, ils ont transformé l'offre et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a un très fort taux de croissance avec une offre qui est à 70% made in France, 30% made in Europe et qui est une entreprise qui transforme la consommation vers une consommation plus responsable. Il y a un autre exemple qui est assez rigolo, c'est qu'il y a eu un hackathon chez Kiabi où il y avait plein de profils différents et ils travaillaient sur des nouveaux produits. Et à un moment, il y a une comptable qui allait se marier quelques mois après, qui a proposé de faire une robe de mariée en papier. Vous savez, ces papiers ensemencés dans lesquels il y a des graines. Et donc, l'idée, c'est de se marier le samedi avec cette jolie robe en papier et le dimanche, de recycler cette robe avec ce papier et de donner un petit bout de papier avec des graines à chacun des invités. Comme ça, ils peuvent planter ces graines-là et penser à ce super jour de mariage pendant toutes les semaines qui suivent. Donc, et c'est une comptable qui a eu cette idée-là. Donc, ça prouve bien que c'est en travaillant tous ensemble dans la diversité en entreprise qu'on a des meilleures idées. L'autre point important, c'est que les collaborateurs doivent s'enrichir du point de vue de point de vue externe et notamment de point de vue des clients. C'est ce qui a été fait par C'est qui le patron. C'est ce qui est fait souvent, enfin ce qu'a fait Lego, qui a réussi plein de trucs super intéressants et notamment avec plus d'inclusif, avec des enfants handicapés pour proposer de nouvelles gammes de produits. Et c'est ce que fait très, très fréquemment Decathlon sur une plateforme qui s'appelle Co-Création, où ils contactent leurs clients qu'ils essaient d'impliquer dans la définition des produits. Decathlon a pris le virage de la transition il y a quelques années. Maintenant, vous le savez, bon, au-delà du trocathlon, qui est une opération assez historique de vente de produits d'occasion, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de produits recyclés et recyclables. Depuis, ils ont fêté il n'y a pas très longtemps les 10 ans de la Polaire Quechua, fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées. Voilà, sur la plateforme de co-création, il y a des questionnaires tous les 4 matins pour faire bosser les clients, les consommateurs, avec les équipes Decathlon sur comment on fait pour inventer de nouveaux produits. C'est ce que a fait aussi la CAMIF avec des fournisseurs, ou c'est ce que certains acteurs ont fait avec des associations. Alors, vous savez, il y a le WWF qui travaille beaucoup avec les entreprises de façon assez constructive, mais il y a une association qui monte beaucoup en puissance en ce moment, qui est le CIWF, qui est une association qui traite du bien-être animal. Vous avez sûrement vu plein de vidéos de L214 sortir en 2017-2018. Le sujet du bien-être animal est devenu un sujet très important pour les Français. C'est passé de 31% à 69% qu'ils considèrent comme important. Et donc, cette association CIWF, elle travaille avec les producteurs de produits alimentaires sur le bien-être animal, pour essayer de progresser là-dessus. Donc, il faut aussi évidemment aller vers le monde associatif. Une fois qu'on a inventé des nouveaux projets, des nouveaux produits avec les associations, avec les clients, entre collaborateurs, et ensuite, il faut lister les projets. Donc là, c'est assez simple. Il y a souvent des élections qui sont faites dans les entreprises pour dire quels sont les projets qu'on va financer. Donc, c'est ce que fait par exemple le groupe La Poste,
où ils disent on va financer un certain nombre de projets, et c'est les postiers qui décident des projets les plus intéressants au service de la transition de l'entreprise. Ou de la même façon, il y a souvent des entreprises qui vont sélectionner les projets et ensuite le mettre dans des incubateurs type Station F ou Le Village pour que ces startups inventées par les collaborateurs puissent se développer. Voilà. L'intrapreneuriat est quelque chose qui permet vraiment d'accélérer la transformation de l'entreprise. Il y a plein d'exemples. Ensuite, il faut les financer, ces projets. Donc là, comment on fait? Il y a plusieurs solutions. Il y a notamment une solution que moi je trouve très, très intéressante, c'est de mettre en place un fonds carbone, un fonds de dotation pour financer ces projets-là. Hein, je vous rappelle les étapes précédentes. On a sensibilisé les collaborateurs, on les a formés, acculturés, on a montré que ça bougeait, donc il y en a plein qui veulent bouger. En atelier, on a inventé des nouveaux projets, on a listé les meilleurs, sauf qu'ensuite, il faut les financer. Et en général, un projet, il ne peut pas lever de l'argent, on ne peut pas faire une levée de fonds tout de suite. Donc, il faut que ce soit l'entreprise qui finance ces projets. Et par exemple, ce qu'a fait Gessina, c'est qu'ils ont noté tous les projets qui existaient dans leur entreprise. Ils ont créé ce qu'on appelle une taxonomie interne, en essayant de regarder les projets les plus vertueux et les projets les plus crades. Et donc, du coup, ils ont décidé de taxer les projets les plus crades pour financer les projets les plus vertueux. L'intérêt, c'est que les chefs de projet qui ont des projets qui ne sont pas très clean, et ils vont essayer de les rendre les plus responsables possibles. Et l'autre intérêt, évidemment, c'est qu'un projet vertueux, je suis en train de rénover un bâtiment, je veux mettre plus de biodiversité, je veux végétaliser plein d'espaces, mais je vais être financé par ce fonds de dotation interne. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui est de plus en plus mis en place par les entreprises. Ensuite, il faut le mettre sur le marché. Il faut faire un POC, comme on dit, un Proof of Concept. Et donc, on va expérimenter ces projets. Et donc, on va essayer de tester des nouveaux projets. Donc, c'est par exemple ce qu'a fait Carrefour en proposant dans certains magasins au départ de dire aux consommateurs, vous venez avec vos propres contenants alimentaires, vous voulez acheter des carottes râpées au rayon libre-service, enfin au rayon traiteur, mais au lieu de qu'on vous file un bac en plastique, vous venez avec votre bac qu'on va remplir. Voilà, c'est un peu dangereux quand même parce qu'il peut y avoir des cas de salmonelle. Et donc, c'est une vraie preuve de courage de la part de Carrefour qui a testé ça, ça a marché et ils l'ont développé et mis à disposition de tout le monde. Ils ont fait pareil aussi sur le sujet des œufs. Je ne sais pas si vous le savez, vous avez peut-être vu cette vidéo d'ailleurs de L214. Un poussin, quand il naît, soit c'est un poussin mâle, soit c'est un poussin femelle. Si un poussin femelle, ça va donner une poule qui va donner des œufs, donc c'est intéressant pour l'industrie agroalimentaire de le garder. Par contre, un poussin mâle, on en a trop, donc on va le broyer tout de suite. Quelques heures après la naissance, il y a une énorme machine qui broie vivant les poussins. C'est vraiment trash. Et donc, du coup, Carrefour s'est dit, comment on peut faire pour éviter ça? Et ils ont inventé une technique pour essayer de connaître le genre, le sexe de l'œuf au moment avant qu'il soit éclos. Et donc, du coup, ils vont garder tous les œufs masculins qu'ils vont mettre dans des boîtes. Donc, aujourd'hui, si vous achetez des œufs Carrefour, enfin qualité Carrefour, dans un magasin, ce sont des œufs masculins parce qu'on a laissé éclore les œufs féminins et les œufs masculins, on s'est dit que ça allait faire une très bonne omelette. Encore mieux si vous rajoutez des truffes ou des girolles ou des sels. Voilà. Après, donc, il y a plein de tentatives comme ça d'expérimentation. Il y a Opal qui teste plein de produits. Opal, qui est une marque de textile qui a été créée d'ailleurs par un ancien de TBS, qui ne travaille qu'à partir de produits recyclés. Donc, ils font par exemple des maillots de bain en plastique recyclé qui vont chercher des vieux filets de pêche dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Et ces vieux filets de pêche, ils vont les recycler en maillot de bain. Et ensuite, ils vont faire des précommandes pour tester le marché et pour proposer aux consommateurs d'acheter des produits comme ça. Donc, il faut expérimenter. Et quand on voit que ça se développe, on regarde la rentabilité. Et donc, dernier point, c'est la rentabilité. Est-ce que c'est rentable de mettre en place des projets comme ça? Ce qu'on voit, c'est que toutes les entreprises qui s'engagent dans la transition ont des taux de croissance
plus fort parce qu'elle crée de la préférence. Je vais vous parler d'un exemple qui ne fait pas partie des 3 marques sur le slide. C'est Patagonia qui, en 2011, vous connaissez tous, j'espère, cette campagne de publicité, dit « Don't buy this jacket ». C'était au moment du Green Friday en mars 2011 à New York. Ils font des campagnes d'affichage, ils prennent une page de pub dans le New York Times et ils disent « N'achetez pas mon blouson ». Parce qu'il peut être réparé, parce que le vôtre peut être réparé, ou parce que vous pouvez acheter un blouson d'occasion, etc. Et ils incitent, ils travaillent vraiment, enfin, ils prennent la parole sur la durabilité de leurs produits. Il faut savoir que Patagonia, depuis 2011, a multiplié son chiffre d'affaires par 4. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres marques qui ont perdu des parts de marché. Et qu'aujourd'hui, globalement, dans l'outdoor, et moi je travaille beaucoup pour Decathlon, toutes les marques sont engagées dans cette logique-là pour proposer des produits de plus en plus responsables, de moins en moins carbonés, à base de produits recyclés, recyclables, avec des produits réparables. Si vous faites du trek, c'est-à-dire si vous faites des randos de 2 jours, 3 jours, 15 jours, et vous avez la possibilité d'acheter des produits Forclaz. Et Forclaz, cette marque de Decathlon, sur sa chaîne YouTube, elle vous propose des tutos pour vous apprendre à réparer votre sac à dos, votre tente ou votre blouson. Voilà, donc, travailler sur des sujets de développement durable, ça participe à la croissance. Les 3 exemples que j'ai rapidement, et après je vous donne la parole, c'est Carrefour, qui avec Act for Food s'est positionné clairement comme le leader de la transition alimentaire, a une croissance qui n'a jamais été aussi forte, notamment grâce aux produits bio, grâce au rayon vrac aussi, parce que Carrefour, tous les jours, propose des nouveaux produits. Là, il n'y a pas très longtemps, ils ont expliqué comment ils avaient enlevé le plastique de toutes les 800 références de fournitures scolaires. Voilà, il y a plein de choses qui se passent chez Carrefour, qui est, OK, une très grande entreprise qui participe à la consommation du monde, mais n'empêche que elle s'engage fortement, elle innove beaucoup et ça lui permet de gagner des parts de marché. Autre exemple à droite, c'est Biocop qui un jour a dit « Je vais arrêter de vendre de l'eau ». Est-ce que c'est rentable d'arrêter de vendre de l'eau? Est-ce que c'est rentable pour un magasin dont le métier est juste de récupérer des produits chez des industriels, de les mettre sur ses mètres carrés et de les mettre à disposition de ses clients? Et donc, si elle arrête de vendre de l'eau, ça veut dire qu'elle fait un peu moins bien son métier. Donc, ils ont dit, on arrête de vendre de l'eau, évidemment, en bouteille plastique. Et il s'avère qu'à ce moment-là, ils ont perdu 3% de clients, mais qu'ils ont gagné 15% de clients en faisant moins bien leur métier. Donc, ça prouve bien que les gens achètent des valeurs et pas des produits. Ça veut dire que les gens font très attention à la réputation de l'entreprise, que les clients, bon, là, en l'occurrence, les clients de Biocop sont très impliqués dans la consommation responsable. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il y a des magasins qui prennent des initiatives, il y a des salariés qui disent on arrête de vendre de l'eau en bouteille, et on voit que ça porte ses fruits et que c'est rentable d'arrêter de vendre un produit, ce qui est quand même assez hallucinant. Dernier petit exemple, c'est José Bové qui avait défoncé un McDo, et donc ça a mis une grosse pression sur McDo, qui a décidé, c'était il y a 20 ans, hein, de proposer plus de salades, des tomates cerises, des fruits, évidemment toutes les salades César et tout, enfin de réduire un peu la part des burgers, et ces produits-là sont plus rentables. Voilà, donc c'est José Bové a participé à la rentabilité de McDonald's. Il ne s'y attendait pas, mais ça fait partie des cas assez rigolos. Voilà, donc en conclusion, j'ai essayé de vous montrer un peu les différentes étapes qui vous permettent de vous engager quand vous allez travailler dans une entreprise. Le plus important, c'est la curiosité, parce qu'en étant curieux, vous allez capter des signaux faibles, vous allez comprendre les enjeux du dérèglement climatique, vous allez comprendre comment l'entreprise dans laquelle vous allez travailler peut devenir acteur, comment cette entreprise peut devenir actrice de la transformation et de la transition écologique et solidaire. Donc, voilà, il faut vous impliquer, il faut absolument avoir ce bagage culturel parce que ça vous permettra aussi d'être un meilleur collaborateur. Si vous faites de la finance ou du marketing, mais qu'en plus vous connaissez les sujets de responsabilité, mais vous allez avoir plus de responsabilité, plus de pouvoir, votre patron au début vous fera plus confiance et vous allez pouvoir impacter l'entreprise et participer à sa transformation. Et en plus, vous serez plus heureux parce que c'est quand même que des sujets de plaisir. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je décroche les slides, je me remets en écran plein et
j'attends vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Parouti, pour la conférence. On va passer aux questions. Du coup, est-ce que dans la salle, vous avez des questions? On va faire passer le micro ou à distance dans le chat. Oui, j'arrive. Oui, allô? Oui. Merci beaucoup pour votre conférence. C'était très intéressant. Je voulais vous entendre parler sur deux choses. De un, le nucléaire dans le mix énergétique de la France. Le nucléaire, c'est l'énergie aujourd'hui qui est la moins carbonée. Ouais. 1 grammes de CO2 par mégawatt, moins que les énergies renouvelables et encore moins que les énergies fossiles. Donc, êtes-vous favorable aux 10 centrales nucléaires de M. Macron? Et la deuxième question, c'est sur l'énergie qui est la plus verte et l'énergie qui n'est pas consommée. C'est-à-dire qu'il faudrait à chaque fois couper nos appareils électroniques quand on ne s'en sert pas. Et pour ça, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un contrôle de la population comme fait la Chine au plateau du Tibet? Merci. Ok, bon, ce n'est pas vraiment des sujets de communication, ça devient politique, mais ça ne me dérange pas. Premier sujet sur l'énergie. Alors, la meilleure des énergies et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, éteignez vos lumières. D'ailleurs, je pourrais presque éteindre la mienne, mais sauf que vous avez pu trop me voir. Je vais en éteindre une autre. Voilà. Alors, que ce soit pour de l'électricité ou que ce soit pour de la mobilité, hein. Le vélo, par définition, pollue moins que la voiture. Donc, la première règle, c'est la sobriété. Et d'ailleurs, c'est le discours de toutes les ONG, c'est le discours de tous ceux qui comprennent un peu le sujet. Voilà. Après, moi, je ne suis pas ingénieur en énergie. Ce que je constate, effectivement, c'est que le nucléaire est de l'énergie la moins carbonée, qu'on est dans une situation qui va devenir catastrophique très rapidement, que cet enjeu de réchauffement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre peut être résolu en grande partie par le nucléaire, en tout cas pour les 10, 20, 30 prochaines années, parce que l'enjeu, c'est, par exemple, si la France est neutre en carbone demain, la croissance des émissions de CO2 de la Chine, c'est le bilan carbone de la France. Donc, en fait, en France, globalement, OK, on fait 11,6 tonnes par habitant, mais c'est tellement faible par rapport aux émissions d'autres pays. Alors après, il ne faut pas mettre en cause ces autres pays qui fabriquent des produits qu'on consomme tous les jours. Hein. Là, je vous parle évidemment d'un ordinateur qui n'est malheureusement pas fabriqué en France, qui est reconditionné en France, mais qui n'est pas fabriqué en France. Donc, ça veut dire qu'il faudrait mettre plus de nucléaire pour remplacer le charbon, le pétrole, le gaz. Aujourd'hui, rapidement, hein, le mix énergétique mondial, c'est 30% de charbon, 30% de gaz, 30% de pétrole. Donc, il est surtout là le problème. Donc, oui, le nucléaire est certainement une solution pour les 20 prochaines années, les 30 prochaines années. Après, il y a des nouvelles énergies qui sont en train d'arriver. Moi, je travaille, d'ailleurs, la DG est une Toulousaine. On est en train de lancer une nouvelle boîte là, qui s'appelle Carbon Loop, qui est une entreprise qui fait de la biomasse. La biomasse, c'est une énergie neutre en carbone. Hein. Vous savez, c'est des déchets de forêt, des déchets végétaux qu'on va mettre dans un four. Ça va cuire et ça va générer de l'électricité et du chauffage. Et ce qu'il y a d'intéressant en plus, c'est que le déchet de cette énergie, de ces végétaux qui chauffent, c'est ce qu'on appelle un biochar. Donc, ça ressemble à un charbon qui, un, va séquestrer du carbone. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et deux, quand on le met dans le sol, il régénère les sols qu'on a un peu niqués depuis 50 ans avec l'agriculture intensive. Donc, il y a un double effet, c'est je produis une énergie neutre en carbone et je séquestre du carbone. Donc, d'une certaine façon, je génère un crédit carbone. Donc, plus je produis d'énergie avec Carbon Loop, plus je participe à la séquestration du CO2, qui est évidemment le contraire de plus je roule, plus j'émets de gaz à effet de serre, etc. Voilà. Donc, sujet de l'énergie, un sujet qui est à la fois scientifique et qui est devenu évidemment politique, mais certainement que un nucléaire maîtrisé scientifiquement, je ne vais pas forcément m'appuyer sur ce que dit Jean Covici, mais est la meilleure des solutions. Donc, ça, c'est le premier point. Et la deuxième question était sur, j'aurais dû la noter, sur, vous pouvez me la répéter?
Est-ce que Mathis? Ouais, la deuxième question. Contrôle des populations pour... Ouais, alors, ouais, alors il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie il y a vraiment pas très longtemps, qui s'appelle la loi REN, R2EN, qui oblige toutes les entreprises à 5 trucs. Un, sensibiliser leurs collaborateurs à l'usage du numérique. Deux, mettre en place des règles pour acheter plus de matériel conditionné, que ce soit des ordinateurs, des téléphones, etc. Trois, limiter la consommation électrique des serveurs. Et les deux autres, je ne me rappelle plus, mais peu importe. Voilà. Il faut savoir qu'un ordinateur, il est non utilisé 86% du temps où il est allumé. Voilà. Il y a plein d'ordinateurs qui sont allumés toute la nuit. Il y a plein d'ordinateurs qui sont allumés alors que je pars en réunion pendant 2 heures sans mon ordinateur ou que je descends manger à la cafette. Donc, voilà, il y a un problème. Deuxièmement, sur les serveurs, c'est hyper consommateur à la fois de métaux rares, de ressources naturelles évidemment, mais aussi d'énergie. Nous, au sein de mon entreprise, et j'essaie de proposer ce type de pratique à mes clients, 100% du matériel est reconditionné. On est hébergé chez Data Campus, qui est un serveur qui est basé à côté de Poitiers, à côté du Futuroscope, et qui a un PUE de 1,005, c'est-à-dire sa consommation énergétique, elle est quasi nulle et toute la chaleur est récupérée, etc. Et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, le numérique est un gros problème. Effectivement, la Chine interdit l'utilisation de jeux vidéo pendant plus de 3 heures pour les ados ou les jeunes. Je ne suis pas sûr que cette atteinte à la liberté soit constitutionnelle, mais c'est clair qu'il y a cette loi qui est sortie et qu'il faut pousser de plus en plus fort. Il faut surtout mettre la pression sur les grosses plateformes, donc les GAFAM. Hein. Vous savez que regarder un film sur Netflix, c'est la consommation d'un frigo de taille moyenne pendant 2 ans. Vous regardez un film d'1h30 sur Netflix, c'est comme si vous aviez allumé un frigo pendant 2 ans. Donc, il faut mettre la pression sur Netflix, qui n'utilise pas du tout d'énergie renouvelable, qui utilise forcément un peu de nucléaire sur ses serveurs, s'ils ont des serveurs en France, mais en tout cas, voilà, c'est là aussi le rôle du monde associatif est essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à vos questions, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Ouais. Je crois que ma question, c'était est-ce qu'il faut noter les concitoyens dès qu'ils consomment trop chez eux, dès qu'ils cherchent plus... On va essayer d'éviter pendant les 10 prochaines années. Après, si on fait de la science-fiction entre nous, peut-être que dans 10 ans, il y aura une dictature écologiste et qu'on aura droit tous à 2 tonnes de carbone, qu'on aura une carte, plus notre téléphone, etc., qui mesurera notre bilan carbone quotidien et que dès qu'on aura dépassé, on devra acheter des crédits carbone à des Éthiopiens qui n'en consomment pas d'eux. Enfin, en l'occurrence, il n'y a que le Bhoutan qui consomme moins de d'eux. Donc, les moines du Bhoutan. Voilà, je vous invite à lire un livre qui s'appelle R, A-I-R, qui est une sorte de science-fiction écolo, et qui se passe dès 2022 avec une présidente écologiste qui est élue et qui switch ensuite en mode dictature. Mais non, je préférerais qu'on évite de noter les citoyens sur les 10 ou 20 prochaines années. Mais un quota carbone, c'est de la science-fiction, hein, un quota carbone dans 10 ans, 15 ans sous une dictature politique écologiste mondiale, ça serait bien de l'éviter. Et donc, c'est pour ça que dès votre prochain stage, je vous invite à transformer votre entreprise. 10 heures. Oui, Je crois que vous avez une autre conférence qui enchaîne. En tout cas, merci beaucoup. J'ai posté dans le chat mon LinkedIn, mais bon, de toute façon, c'est Thomas Parouti, c'est assez simple. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, si vous voulez continuer, si à un moment vous posez des questions par rapport à votre orientation à l'entreprise, est-ce qu'il faut que j'aille travailler chez Total ou pas? Est-ce qu'il faut que j'aille travailler chez EDF ou chez Areva, Orano? Ou est-ce qu'il faut que j'aille travailler chez Stellantis, Renault, Peugeot? Voilà, mais je vous répondrai que oui, je vous fais tout de suite la réponse, mais il faut aller dans ces boîtes-là pour les bouger au maximum. Après, est-ce que c'est cool de travailler chez Léa Nature à La Rochelle sur
du marketing de produits bio qui financent 1% pour la planète. Évidemment que c'est super intéressant. Mais si vous voulez changer le monde, je pense que c'est encore plus intéressant d'aller chez les gros pollueurs. Voilà. Nous, on a la chance de travailler en agence avec plein d'entreprises, à la fois avec des entreprises très vertueuses comme Léa Nature ou comme Vélib ou comme Asphalt, qui est un nouvel acteur de la location longue durée de vélo pour les entreprises, mais aussi avec Decathlon, Bollinger, avec des équipementiers automobiles. On s'occupe, nous, de la communication de Total Énergie en France, notamment dans les stations-service, évidemment que sur les sujets de transition énergétique, hein, pas sur les promos de t'achètes 3 mars, tu as le 4e offert. Donc, voilà, engagez-vous, transformez vos entreprises. Merci beaucoup de m'avoir écouté et peut-être à bientôt sur LinkedIn. Merci beaucoup, Monsieur Parouti, pour la conférence. Merci du coup aux questions. Et vous pouvez soit rejoindre votre prochaine conférence dans le Grand Amphi ou rester là à 27. Et sinon, les ateliers, c'est au premier étage. Il y a des salles et dans la rue, en haut. Merci à tous. Encore merci. Merci. À très bientôt.